D'autre part, nous allons bientôt avoir fini la première partie de notre travail. Alors je fais très vivement appel à vous, à un certain nombre d'entre vous, parce que moi je concevrai la fin de l'année, la seconde partie, sous forme de moi me mettant un peu à votre disposition, c'est-à-dire faisant des choses séparées en fonction de l'état du travail de certains d'entre vous. Que ce soit des précisions, par exemple, vous pouvez très bien me demander, d'après votre travail à vous, de faire une séance sur un auteur ou bien sur un sujet, tout ça, on ferait des choses très découpées. Alors c'est à vous de voir. Alors il y en a déjà quelques-uns qui m'ont demandé de faire, mais là ça me paraît plus gros, c'est-à-dire de faire quelque chose qui serait comme une espèce de, comme une présentation d'un très grand philosophe, mais d'un philosophe très difficile qui s'appelle Leibniz. Alors je pourrais en effet, à moins qu'il y ait... Mais si vous avez, vous, des sujets dont vous aimeriez, à charge pour moi de dire je peux ou je ne peux pas, évidemment, si vous avez des sujets ou des problèmes liés à vos propres travaux, on peut voir. Donc réfléchissez-y d'ici la prochaine fois et l'autre fois, moi qui ai déjà des... Ou bien comme, je pense, mais là ça dépend beaucoup de vous aussi. Il y en a un certain nombre ici qui travaillent avec moi depuis longtemps, depuis beaucoup d'années. Et tout ce qu'on a fait depuis 4 ou 5 ans, je crois que c'est quand même des choses très diverses, mais c'est des choses qui tournent autour des mêmes notions. Alors il peut y avoir utilité de reprendre certaines notions sur lesquelles on a travaillé depuis plusieurs années. Enfin, tout est possible. C'est à vous de... Vous me direz ou dès maintenant, ou la prochaine fois, ou l'autre fois encore. Sinon, je ferai quelque chose sur Leibniz, s'il n'y a pas de demande spéciale. Lichtenberg, c'est pas gros, hein. C'est pas écrit beaucoup Si, mais ce pourquoi il est connu. J'ai lu cette phrase de lui dans la vie, mais vraiment ça m'a illuminé. Ouais, ça je ne peux pas, je ne connais pas assez. Ouais, c'est... L'aurore de Jacob Böhm. L'aurore, ouais. Je suis imprudent parce que je ne vois pas faire quelque chose sur Böhm, j'en suis incapable. Ouais. Enfin, on ne sait jamais, oui. Ouais. Ça m'aurait intéressé, mais j'étais malade l'année dernière, c'était la belle édition physique, ce que je voulais prendre, les grands esthéticiens allemands, vous avez parlé. Rigole, oui. Quelqu'un me passe mais ça, on y reviendra peut-être un tout petit peu sur... Oui. Ça, on pourra, oui, Maldinet, oui. Bon, alors, voilà, je voudrais que vous acceptiez toujours cette convention sur laquelle nous étions restés il y a 15 jours. J'essaie, on oublie vraiment le point où on en est dans notre analyse de l'État. Et je fais une très longue parenthèse qui consiste à demander qu'est-ce que c'est au juste qu'une axiomatique. Je dis c'est une longue parenthèse, puisque une axiomatique, ça n'a rien à voir avec le problème de l'État. Une axiomatique, c'est un certain type de système ou de discours propre aux mathématiques. Bon. Juste ce point, vous n'oubliez pas que l'hypothèse qui nous fait passer par ce détour, c'est l'hypothèse après laquelle il ne serait pas inexact. Je ne m'avance pas plus, c'est-à-dire je pèse relativement mes mots, j'y mets des conditionnels. Il ne serait pas inexact de traiter la situation politique dite moderne comme une axiomatique. Donc, mais provisoirement, nous oublions ce souci qui rattache ce thème à notre sujet.
Et nous considérons pour soi-même, pour elle-même, la question, mais qu'est-ce que c'est qu'une axiomatique? D'abord parce que ça peut toujours servir, mais surtout parce que ça me paraît poser beaucoup de problèmes pour comprendre même non seulement ce qu'est la science, mais ce qu'on peut appeler une politique de la science. Et la dernière fois, j'avais juste pris un exemple extrêmement simple pour essayer de vous faire sentir ce que c'était qu'une axiomatique. Et je rappelle cet exemple parce que si vous ne l'avez pas un peu, je le rappelle en le schématisant encore plus, cet exemple que j'avais déjà moi-même simplifié, je le simplifie encore plus en disant, voilà un exemple d'axiomatique. Vous définissez une relation purement fonctionnelle entre éléments quelconques. Élément quelconque, ça veut dire quoi? Ça veut dire vous ne spécifiez pas la nature des éléments que vous considérez. Vous déterminez une relation fonctionnelle entre éléments quelconques en tant que quelconques. Vous allez me dire, c'est très bizarre, ça quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Prenons la forme symbolique x grand R y. X grand R, Y, grand R est la relation fonctionnelle entre deux éléments quelconques en tant que quelconques, X et Y. Vous me direz, avec ça, on ne va pas loin. Vous déterminez, on laisse, pourquoi vous déterminez, comment vous déterminez? On va voir ça tout à l'heure. Et je suppose que nous déterminions des axiomes. Des axiomes qui vont correspondre à la relation fonctionnelle x grand R y. X relation y. Premier axiome que vous déterminez, je n'en prends que deux vraiment pour rester au plus simple. Petit e grand R x égale x grand R e égale x. Petit e grand R x égale x grand R e égale x. Voilà. Vous traitez cette proposition, cette équation comme un axiome, c'est-à-dire comme une proposition première qui ne dérive d'aucune autre. Deuxième axiome. X grand R x' égale x' grand R x égale petit e. Bon. Pourquoi est-ce un deuxième axiome? Parce que cette seconde proposition est supposée ne pas pouvoir être démontrée à partir de la première. Elle introduit quelque chose d'irréductiblement nouveau. Si je me trouve devant une proposition qui peut être démontrée à partir des axiomes précédemment déterminés, je dirais que c'est non pas un axiome, mais un théorème. Donc, un ensemble d'axiomes est un ensemble de propositions indépendantes qui ne supposent rien d'autre et dont les théorèmes découleront. Je reprends mes deux axiomes. Qu'est-ce que c'est que ça? Une axiomatique renvoie, et c'est
la seconde notion essentielle. La première notion essentielle, c'est l'idée de relation uniquement fonctionnelle entre éléments quelconques en tant que quelconques. La deuxième notion fondamentale d'une axiomatique, c'est celle, on l'avait vu, de modèle de réalisation. On dira qu'une axiomatique, comme ensemble de relations fonctionnelles entre éléments quelconques en tant que quelconques, renvoie à des domaines, à des modèles de réalisation dans lesquels elle s'effectue. Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle s'y effectue? Cela veut dire que dans ces domaines, dans ces modèles de réalisation, les éléments prennent une nature qualifiée. Les éléments quelconques prennent une nature qualifiée. Une axiomatique, dès lors, là, si on faisait une axiomatique de l'axiomatique, je crois qu'il ne serait pas difficile de démontrer, ce serait un théorème, qu'une axiomatique comprend nécessairement plusieurs modèles de réalisation, ne serait-ce que des modèles de réalisation possibles ou virtuels, au point que serait contradictoire la notion d'une axiomatique n'ayant qu'un seul domaine de réalisation, modèle de réalisation. Mais bon, je dis une axiomatique a des modèles de réalisation. Prenons toujours dans l'exemple là, l'exemple minimum que je viens d'utiliser. L'axiomatique que je viens de définir avec deux axiomes, en m'en tenant à deux axiomes. Cette axiomatique a un premier modèle de réalisation, qui est quoi? Qui est le domaine, ou plutôt non pas le domaine, qui est l'addition des nombres réels. En quoi? Je relis mon premier axiome. Il y a un élément petit e, tel que pour tout élément x, on est E grand R x égale x grand R E égale x. Dans le cas de l'addition des nombres réels, cet élément petit e, c'est 0. Vous pouvez écrire en effet 0 plus addition des nombres réels. Ça vous donnera dans le modèle de réalisation addition des nombres réels, ça vous donnera 0 plus x égale x plus 0 égale x. Essayez pour la division, la multiplication, c'est pas comme ça. Donc ça vous a permis de circonscrire l'addition des nombres réels. Deuxième axiome. Pour tout élément x, il existe un élément x' tel que x grand R x' égale x' grand R x égale E. Pour l'addition des nombres réels, x', c'est le nombre négatif, moins x. Bien. Mais alors pourquoi avoir cherché une axiomatique? On a cherché une axiomatique précisément parce que l'addition des nombres réels n'épuise pas la relation fonctionnelle. Il y aura, virtuellement ou réellement, il y aura d'autres modèles de réalisation. J'avais donné un autre modèle de réalisation de cette axiomatique à deux axiomes, à savoir la composition des déplacements dans l'espace euclidien à 3 dimensions. Ce qui en soi est un ensemble tout à fait différent de l'addition des nombres réels.
Et cette fois-ci, mon premier axiome ne sera plus effectué par petit e égale 0, mais dans le cas du déplacement, de la composition des déplacements dans l'espace, mon premier axiome sera effectué par petit e égale ce que l'on appelle, justement, dans ce modèle de réalisation, le déplacement identique. C'est-à-dire le déplacement qui laisse fixe à chaque point de l'espace. Et, deuxième axiome, x' ne sera plus effectué par le nombre négatif, mais par ce qu'on appelle, dans ce modèle de réalisation, dans ce second modèle de réalisation, par ce qu'on appelle le déplacement inverse. Du coup, si j'ai redéveloppé cet exemple, c'est pour une raison très simple. C'est qu'il me semble que l'on voit, à partir d'un exemple aussi simplifié, ce qu'il y a d'extraordinairement original dans une axiomatique. Je dirais que, vous voyez que, en effet, l'axiomatique en elle-même ne comprend que des relations fonctionnelles entre éléments quelconques en tant que quelconques. Vous comprenez, notre objet, c'est pas faire des mathématiques, là, c'est vraiment avoir ce minimum qui nous permet de comprendre ce qu'ils ont voulu faire, les gens qui ont fait de l'axiomatique. L'axiomatique elle-même ne comprend que ça. Relations fonctionnelles entre éléments quelconques en tant que quelconques. Il ne faut même pas demander de quoi une axiomatique parle. La question n'a pas de sens, puisqu'elle parle d'éléments quelconques en tant que quelconques. Et elle définit des relations fonctionnelles entre ces éléments comme tels. Mais alors, c'est important. Pourquoi? C'est intéressant. Pourquoi? Parce que l'axiomatique me paraît vraiment la seule chose, le seul discours qui permette une comparaison directe, un affrontement direct, une comparaison directe entre ensemble ou domaine hétérogène en tant qu'hétérogène. Ce seront les mêmes relations fonctionnelles entre éléments quelconques que vous découvrirez dans l'ensemble addition des nombres réels et dans l'ensemble composition des déplacements dans l'espace euclidien. Je demande, est-ce qu'il y a une autre méthode qui nous... Là, je dis beaucoup de bien de l'axiomatique, mais on verra aussi qu'il y a des problèmes. Mais pour le moment, c'est une méthode assez étonnante, qui ne va pas du tout de soi. Elle nous donne le moyen, et je ne vois pas d'autre moyen, à première vue. À première vue, on ne voit pas d'autre moyen pour comparer des domaines hétérogènes en tant qu'ils sont hétérogènes, et les comparer directement, c'est-à-dire sans passer par une homogénéisation. Voilà. Alors ça, il faudrait que vous compreniez, parce que sinon... alors je veux bien même tout recommencer si vous ne comprenez pas, mais il faudrait, parce que sinon... il faut que, ou bien que vous compreniez, ou bien que vous partiez pour cette fois, parce que sinon tout dépend de ça. Voilà. Alors réfléchissez bien. Vous comprenez? Très bien. Formidable. Ouais. Oui. C'est pas qu'ils aient pas, oui, en ce sens, oui, mais l'un ne peut pas être déduit de l'autre. C'est là ce que j'appelle l'indépendance, ou ce qu'on appelle l'indépendance des actions. En d'autres termes, l'un n'est pas un théorème qui dépend de l'autre. Bon, alors si vous avez compris ça, je demande immédiatement, parce que c'est un sujet qui traîne un peu dans tout, à la fois dans l'histoire de toutes ces choses, et aussi... qui se pose directement et qui en même temps me paraît jamais, enfin chez les auteurs que j'ai lus, ça me paraît pas convaincant. Alors raison de plus pour se dire, pour sauter sur l'occasion, se dire est-ce qu'on a le moyen d'apporter juste un essai de précision là-dedans? On nous dit toujours, attention quand même, ne confondez pas la formalisation logique et l'axiomatisation.
Par exemple, même au niveau historique, ça s'est rencontré, c'est à la même époque que se font les grandes axiomatiques, avec, entre autres, un très grand mathématicien qui s'appelle Hilbert, et que se fait une formalisation logique qui recevra le nom de logistique, et donc également un grand logicien et grand mathématicien mène et pousse la chose jusqu'à un point inégalé, à savoir Russell. Or, il suffit de lire, même en comprenant très mal, vous comprenez, c'est pas nécessaire de tout comprendre. Hein. Il suffit de lire une page de Russell et une page de Hilbert, on voit bien que, à la lettre, c'est pas le même monde. La formalisation logique, c'est pas du tout la même chose que l'axiomatisation. Et tout ce que je voudrais dire, c'est, alors bon, quelle différence? Quelle différence? En quoi une axiomatique telle que je viens d'essayer de la définir et telle que vous l'avez si bien compris, se distingue d'une formalisation? Je dirais une formalisation, voilà ce que c'est. C'est le dégagement et la détermination de relations formelles entre éléments spécifiés d'après tel ou tel type. Je retiens chaque mot. Vous voyez au moins, même avant que je me sois expliqué, que ce n'est pas la même chose. Relation fonctionnelle s'oppose à relation formelle. Élément quelconque de l'axiomatique s'oppose à élément spécifié de la formalisation. Mais alors si les éléments sont spécifiés, c'est-à-dire sont définis comme tel ou tel, en quoi y a-t-il formalisation? Et qu'est-ce que c'est que des relations formelles par différence avec des relations fonctionnelles? C'est là que la notion de type intervient de manière fondamentale et a toujours été présente dans les formalisations. Bien que, il est notoire que l'auteur particulier d'une théorie qu'on appelle dans le domaine de la logistique la théorie des types soit Russell lui-même, c'est-à-dire que cette théorie a été constituée tardivement. Ça n'empêche pas que d'une certaine manière, on s'en servait avant que ça ait été théorisé. Et la théorie des types, elle consiste à déterminer comme condition sous laquelle on peut énoncer des propositions la distinction de une pluralité de types d'après lesquels les propositions sont susceptibles de s'emboîter les unes dans les autres. Quel est en effet le principe de la théorie des types? C'est tout simple, c'est qu'un ensemble ne se contient pas lui-même comme élément. Qu'est-ce que ça veut dire? Un ensemble ne se contient pas lui-même comme élément. Je veux dire une chose très très simple. Je prends un exemple qui est donné par Russell lui-même. Voici la proposition: Napoléon a toutes les qualités qui font un grand général. Napoléon a toutes les qualités qui font un grand général. Bien. Russell constate que avoir toutes les qualités qui font un grand général ne peut jamais être traité comme une des qualités nécessaires pour faire un grand général. Si vous définissez, ou bien autre exemple donné par Russell, si vous définissez français typique, si vous dites ah, ça c'est un français typique, typique ne fait pas partie des caractères qui permettent de définir un français typique. En d'autres termes, typique et les caractères qui permettent de définir un français typique ne sont pas du même type. Bon. Prenons un exemple, alors je prépare mon retour à notre problème. J'ai essayé de dire qu'un certain appareil d'État
que j'appelais l'appareil archaïque, d'une certaine manière, reposait sur le surcodage de communautés agricoles. On a vu en quel sens ça pouvait être dit, en quel sens c'était discutable, etc. Mais prenons cette proposition. L'appareil d'État archaïque surcode des communautés agricoles. Je dirais c'est tout simple. Là, si je fais une application très arbitraire de la théorie des types, je dirais cet appareil d'État ne peut pas être une communauté agricole. Vous me suivez? Pourquoi la théorie des types fut-elle faite et poussée par Russell? Là, je dis vraiment les principes élémentaires, mais c'est une théorie prodigieuse, et très amusante. Pourquoi est-ce que Russell a éprouvé le besoin de la formaliser? Pour trouver une solution à ce qu'on appelait les fameux paradoxes logiques. Vous savez, les paradoxes du type « je mens ». Vous voyez, la proposition « je mens », est-ce qu'elle est vraie ou est-ce qu'elle est fausse? C'est pas difficile de montrer qu'il est impossible qu'elle soit vraie, il est impossible qu'elle soit fausse. La réponse de Russell est toute simple, c'est que la proposition « je mens » n'est ni vraie ni fausse. En effet, si elle est vraie, elle est fausse, et si elle est fausse, elle est vraie. Bon, enfin, vous savez, ça c'est dans tous les journaux pour s'amuser, quoi. Mais ça a beaucoup agité les logisticiens, ces choses-là. Eh bien, la réponse de Russell est très simple. La proposition « je mens » n'est ni vraie ni fausse parce que c'est un non-sens. Et je voudrais que vous compreniez, là je fais à nouveau une parenthèse dans ma parenthèse, c'est pas par hasard que c'est les Anglais qui ont trouvé et qui ont tellement poussé aussi ce concept de non-sens et qui ont tellement travaillé là-dedans. Et c'est très important parce que, vous voulez, dans l'expérience concrète, mais il me semble qu'on ne peut pas faire de philosophie d'ailleurs si on ne vit pas cette expérience. Mais il y a très peu de choses vraies ou fausses. C'est pas le vrai et le faux qui compte. Jamais c'est ça qui a compté. C'est les jours de fête qu'on rencontre, qu'on bute sur une proposition fausse. C'est très très rare une proposition fausse. Qu'est-ce qui fait notre malheur à tous? Notre malheur à tous, c'est jamais de vivre dans le faux. Pas du tout, pas du tout. C'est que notre malheur à tous, c'est que nous ne cessons pas, soit de rencontrer, soit horreur, d'émettre nous-mêmes des choses qui sont de pur et simple non-sens. Mais c'est merveille, je vous l'assure, c'est un jour de fête, le jour où vous dites quelque chose de faux. C'est pas ça. Sinon, on dit des conneries, c'est pas la même chose. C'est pas des erreurs. Hein. Des trucs qui n'ont pas de sens. Oh oui, pourquoi pas. On ne cesse pas. Oh bon, c'est du domaine du ni vrai ni faux. Ça n'a pas de sens. Le vrai et le faux, c'est encore ce qui a un sens. Mais c'est rare, vous savez, qu'on arrive même à la possibilité du vrai et du faux. Prenez un discours ordinaire. On peut même pas dire c'est faux. Prenez les livres. Il y a énormément de livres, on lit ça, et on se dit, vraiment, c'est évident que la question, c'est pas est-ce que c'est vrai ou faux, ce que dit le monsieur. C'est est-ce que ça a le moindre sens. J'ai toujours été frappé par le problème suivant pour rejoindre le problème des mathématiciens. Les mathématiciens, c'est pas des enfants à l'école. Je veux dire, quand des mathématiciens ne sont pas d'accord l'un avec l'autre, il n'y en a pas un qui dit à l'autre « Tu t'es trompé, ce que tu dis est faux ». Je veux dire,
Et c'est ça qui me troublait beaucoup. J'ai l'impression que toute la théorie de la vérité en philosophie classique a toujours posé tellement le problème en catégorie de vrai et de faux que c'était toujours des situations puériles, invraisemblables, fictives. Dans la théorie classique du vrai et du faux, mais on nous traite comme des enfants à l'école. Là, il y a toujours un instituteur qui peut dire à Toto, non Toto, 2 et 2, c'est pas 5. Mais vous ne me direz pas que c'est de ça qu'on meurt. C'est pas parce que nous disons trop souvent 2 et 2, c'est 5. On meurt là d'un virus beaucoup plus agressif, à savoir le poids de notre bêtise. Et c'est pas le poids de nos erreurs, pas du tout. Pas du tout. C'est le poids de toutes les choses qu'on dit et qu'on pense et qui n'ont strictement mais aucun sens. D'où la question, qu'est-ce que le non-sens? C'est une question infiniment plus importante et urgente que la question, qu'est-ce que le faux? Car encore une fois, le faux, ça n'existe pas. Or, quand des mathématiciens, encore une fois, sauf dans des situations extraordinairement abstraites, celle de l'enfant à l'école, celle du monsieur à qui je demande l'heure dans la rue, alors en effet, il peut me dire quelque chose de faux. Il peut me dire il est 3 heures quand il est 2h30. Bon, ça me fait rater le train à la rigueur, mais un homme politique dans ses discours, il ne nous dit pas des choses fausses. Il fait une opération beaucoup plus pernicieuse, qui est manier le non-sens à un point sans égal. Bon, je dis, quand 2 mathématiciens se disputent, ça arrive, la science, elle est faite de polémiques. C'est en sens aussi que c'est de la politique, la science. Quand 2 mathématiciens se disputent, c'est pas la situation de l'instituteur par rapport à un enfant. C'est pas l'un qui dit à l'autre, ah, t'as cru que 2 et 2, ça faisait 5. Pour ça, non. L'un dit à l'autre ou suggère, très bien ton truc, mais aucun intérêt. C'est-à-dire pas de sens. Aucune, ils emploient des mots à ce moment-là très flous. Ça indique bien l'état de la question. Et que c'est là-dessus qu'il faudrait réfléchir. Qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit « mais cette proposition n'a strictement aucun intérêt ». Cette proposition n'a aucune importance. C'est des trucs qui tournent autour du sens et du non-sens. Pas de sens. Pas d'importance, pas d'intérêt. Qu'est-ce que c'est que l'intérêt mathématique d'une proposition? Dans les jurys de thèse, par exemple, on voit très bien des types, ils démontrent des théorèmes. Hein. On peut toujours inventer des théorèmes si on a la culture mathématique suffisante. Voilà, pourquoi pas? Aucun intérêt. On peut toujours tenir des propositions d'un type philosophique. Encore faut-il qu'elles aient un intérêt. Qu'est-ce que c'est que l'intérêt proprement philosophique d'une proposition? Qu'est-ce que c'est que l'intérêt proprement mathématique d'une équation? Il y a des propositions dénuées d'intérêt, c'est-à-dire dénuées de sens. Bien. Là, vous voyez où allait la théorie des types. Elle consistait à dire une des formes, en tout cas là je ne vais pas aller trop loin, une des formes du non-sens, une des formes de ce qui n'a pas de sens. Donc c'est pire que le faux, c'est ce qui ne peut être ni vrai ni faux. C'est lorsque dans une proposition, on contamine des éléments de proposition de type différent. C'est-à-dire, on construit un ensemble qui se contient lui-même comme élément. Lorsque je dis « je mens », la proposition porte sur elle-même. Dans des conditions, elle ne pourrait pas porter sur elle-même. Donc, elle est dénuée de sens. Alors, à ce moment-là, c'est forcé qu'elle ne soit ni vraie ni fausse, puisqu'elle n'a pas de sens. Voyez, je reviens alors à mon thème plus simple. Qu'est-ce que c'est qu'une formalisation logique? Je dis, pour reprendre mon exemple, l'appareil d'État archaïque surplombe ou surcode les communautés agricoles. Donc il est d'un autre type que les communautés agricoles. Il n'est pas lui-même une communauté agricole. Je dirais, la proposition, l'appareil d'État archaïque
est d'un autre type que la proposition les communautés agricoles. Exactement comme Russell nous disait. La proposition Napoléon a toutes les qualités d'un grand général, n'est pas du même type que la proposition. Un tel a telle qualité d'un grand général. Je veux dire, la formalisation, je reprends ma formule ou la définition que je proposerai. La formalisation logique ou logistique est la détermination de relations formelles entre éléments spécifiés d'après le type de proposition qui leur correspond. En sens, la formalisation érige un modèle à réaliser. Je reviens, et là j'en ai presque fini avec ce premier point, je reviens à ma définition de l'axiomatique. L'axiomatique détermine des relations uniquement fonctionnelles entre éléments quelconques en tant que tels. En d'autres termes, elle ne procède plus par le chemin des formalisations qui s'emboîtent d'après les types de propositions. Mais elle assure une espèce de mise en contact de relations universelles en tant que telles, entre éléments quelconques, relations universelles avec des domaines, avec des champs, des domaines de réalisation les plus hétérogènes. Tandis que dans la formalisation, vous deviez passer toujours par une homogénéisation au niveau du type supérieur. Les ensembles de type 1 ne pouvaient être comparés, du point de vue de la formalisation, ne pouvaient être comparés que dans la mesure où ils étaient homogénéisés par un ensemble du type 2. Les ensembles de type 2 ne pouvaient être comparés que dans la mesure où ils étaient homogénéisés par un ensemble de type 3. Alors, là, il me semble que c'est très curieux, on voit bien la nouveauté de la démarche axiomatique. Je dirais que l'axiomatique, c'est précisément les relations fonctionnelles qui renvoient à des modèles de réalisation. La formalisation, c'est les relations formelles qui constituent des modèles à réaliser. Or, tout ce que j'ai essayé de montrer la dernière fois, c'est que dans le cas qui nous occupe, là je fais à nouveau une parenthèse, c'est que dans le cas qui nous occupe, on pourrait dire par hypothèse, mais on ne l'a pas encore bien justifié, que contrairement à l'état archaïque, l'état moderne a cessé d'être un modèle à réaliser, il est devenu modèle de réalisation par rapport à une axiomatique. Bon, c'est rudement difficile tout ça, enfin. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, oh bah ça, comme on va y revenir, ça n'a aucune importance. Non, c'est juste, alors je voudrais... Quoi? C'est la formalisation. Ah ben oui, la formulation. Oui, je disais... Oui, je viens d'essayer de montrer très vite que, si vous voulez, l'état archaïque, ce qu'on a appelé pendant toute notre recherche précédente, l'empire archaïque, en tant que surcodage de communauté, était d'une certaine manière une formalisation. En sens, il est bien modèle à réaliser. Il est modèle transcendant, n'est-ce pas? Les États modernes, on avait vu, semblent tout à fait différents. Or, en quoi sont-ils tout à fait différents? C'est parce que cette fois-ci, c'est plus du tout des modèles à réaliser, c'est des modèles de réalisation. Vous voyez que le mot modèle a complètement changé de sens, c'est-à-dire ce sont les champs d'effectuation.
par rapport à une axiomatique générale, qui est quoi? Qu'on a essayé de déterminer comme étant l'axiomatique du capital. Enfin, là, je devance ce qui nous reste à faire. Dans l'exemple que vous donnez tout à l'heure, une définition formelle de l'axiomatique, après avoir donné cette définition formelle, tu dis qu'il y a un contenu comme modèle de réalisation. Mais si tu dis que dans le modèle de réalisation, E égale par exemple 0, il faut supposer qu'il y ait une axiomatique, par exemple celle de Hilbert, qui justement énonce la possibilité à la fois du 0 et du successeur de 0. Donc là, il y a un autre problème qui se pose. C'est le modèle de réalisation de la définition formelle de l'axiomatique suppose une axiomatique qui rend possible justement l'assignation d'une série de nombres entiers au modèle de réalisation comme remplissage de la définition formelle. Là, il y a un problème de l'axiomatique. À mon avis, pardon, il me semble qu'il y a deux points dans ce que tu dis. Il y a d'une part l'exigence de précisément ce que les axiomaticiens appellent, non pas d'ailleurs une formalisation, mais une métamathématique. Ce serait rempli par une métamathématique, l'exigence que tu dis. Et d'autre part, dans l'exemple très juste que tu donnes toi-même, il me semble que la nécessité de définir le successeur fait plutôt partie et constitue elle-même un axiome. Axiome qui intervient dès l'axiomatique des nombres entiers. C'est ça, c'est-à-dire que avant de dire qu'on va appeler par exemple E, par exemple, oui, qu'il faut un axiome de succession. c'est ça, dans E, R, X, Complètement d'accord, ça. Complètement d'accord, ça. Il faut un axiome, oui. Il faut plusieurs axiomes. Par exemple, Hilbert, Oui. il énonce un système D'accord. axiomatique à au moins 4 axiomes. D'accord, Une ouais. grande question. Oui, L'histoire de l'arithmétique. d'accord. Oh, d'accord. L'important chez Hilbert, c'était que contrairement à toute la philosophie classique et à tous les philosophes classiques, Descartes, Leibniz et tous les autres, et même avant, qui croyaient que la série des nombres entiers était naturelle, et bien justement, il faut la fonder axiomatiquement. On n'est pas assuré que si 0 est un nombre, comme par exemple le premier énoncé axiomatique de Hilbert, on est un successeur de 0. Il faut fonder axiomatiquement la possibilité d'un successeur. Ça, Oui, c'est- oui, ça, oui. Ça, c'est un des plus grands problèmes de l'axiomatique. Et également un des plus grands problèmes, parce que ça peut jouer à un autre niveau, de la conjugaison dans le capitalisme des flux hétérogènes. Ah oui. Oui, oui, je vois ce que tu veux dire, oui. Toi, tu donnerais, c'est possible, ça. Je dis juste que tout le monde a compris, je pense, que dans l'exemple même que j'ai cité, m'en tenir à deux axiomes ne signifiait pas du tout que l'axiomatique que je définissais là se suffisait, était elle-même consistante. Hein. La remarque de Comtesse, à savoir que ça suppose d'autres axiomes, ça c'est sûr. Et toi, oui, tu replaçais là l'histoire d'un axiome de successibilité parce que tu penses qu'il y en aura un usage particulier au niveau d'une théorie du capital. C'est possible, oui. Oui, c'est possible. Complètement hantés par l'idée qu'il faut nécessairement un successeur de 0 et que 0 est un nombre. Donc toute la polémique, c'est de dire, par exemple, Greg, après, dans les fondements de l'arithmétique, si on pose que 0 est un nombre, on ne peut pas fonder un successeur de 0, sauf à affirmer cette espèce d'absurdité incroyable en mathématiques, que pour qu'il y ait un successeur, il faut énoncer que 0 égale 1. Oui, d'accord. Oui, oui. Tout à fait d'accord. Ben alors on trouvera ça au niveau de la succession, hein, tu diras plutôt. Ouais. Bon. Voilà, vous avez compris.
Je continue ou on arrête, vous voulez, vous en avez assez? Non, non, continue. Bon. Pourquoi c'est les anglo-saxons qui nous travaillent? Ah bah pourquoi c'est les Anglais qui ont... Ah bah ils ont pas... Non, l'axiomatique, ça leur a jamais beaucoup plu aux Anglais. Vous savez, on retrouve là, moi mon rêve, parce que c'est pas mon rêve personnel, je me dis, il y a cette voie dans Nietzsche qui n'a jamais été reprise, parce que c'est une voie très dangereuse, il faudrait être Nietzsche pour réussir des choses comme ça. Cette espèce de typologie des nations, pourquoi tel problème est lié à tel pays. C'est très net en philosophie, mais c'est très net aussi en mathématiques, tout ça c'est très net. Pourquoi tel pays fournit-il très curieux lorsque Nietzsche se met à délirer sur l'esprit anglais, l'esprit allemand, l'esprit français, tout ça. Alors pourquoi c'est les Anglais dont l'affaire propre, un problème c'est jamais abstrait. Je crois les théorèmes c'est abstrait, hein. Mais les choses concrètes de la pensée, les vrais événements de la pensée, c'est jamais abstrait. Ça ne veut pas dire non plus que ce soit historique, il faudrait inventer de toute autre catégorie. Mais pourquoi les problèmes sont-ils signés? C'est curieux. Quand même, bon, est-ce que... je dis bien que c'est follement dangereux, c'est-à-dire on risque de tomber dans les pires platitudes en disant mais il faudrait avoir la méthode pour bien parler de ça. Alors les Anglais, pourquoi c'est la formalisation, la logistique qui les a fascinés? Et qu'ils ont eu des génies d'incroyables génies. Ça me paraît évident, là, il faudrait penser à, dans tous les domaines alors, la vocation de l'Angleterre pour penser le non-sens, pour penser le problème du sens et du non-sens. Les Anglais, c'est de tout temps des types qui ont dit, finalement je résume, un de leurs apports philosophiques, c'est, ils sont assez drôles, hein, les Anglais. On dit toujours, oh, ils vont pas loin, ils rigolent plutôt. Ils rigolent devant la philosophie française, allemande, tout ça. Ils disent, mais c'est bien, mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire la question? Qu'est-ce que ça veut dire? Chez les Anglais, on voit très bien, ils disent, oh, c'est des gens qui nous parlent du vrai et du faux. Seulement, voilà, ils oublient qu'une petite chose, encore une fois. C'est que le vrai et le faux, ça suppose que ce qu'on dit a déjà un sens. Nous, ce qui nous intéresse, c'est à quelles conditions quelque chose a une proposition a un sens. Alors, c'est dans tous les domaines que les Anglais ont perpétuellement été attirés par la question du sens et du non-sens. Que vous preniez leur littérature, pourquoi est-ce que le non-sens est un truc qui anime et qui parcourt la littérature anglaise des débuts à la fin? Pourquoi est-ce que quand vous trouvez une page de non-sens, vous savez que c'est anglais ou américain, ou juif? Encore que le non-sens juif ne soit pas la même chose, mais enfin, et généralement il ne sera pas difficile à ce moment-là de montrer que c'est plutôt un... Sauf justement ton Lichtenberg, lui, il y a toujours des petites exceptions comme ça. Mais pourquoi est-ce que la pensée anglaise-américaine est pénétrée par ce problème du sens et du non-sens? Alors que les Français, ils ont toujours été très lourds, très pâteaux dans la question du sens et du non-sens. Ils ont beau s'efforcer, ils ont beau s'efforcer de faire les légers, ça marche guère. Ça marche guère, à côté des non-sens anglais. Si vous pensez, même le cinéma, si vous pensez alors à la fois à ceux qui sont américains et juifs, les Marx, bon, les Marx comme art du non-sens, et bon, que ce soit en littérature de Lewis Carroll à lire, à toute la tradition du non-sens, bon, et est-ce que c'est par hasard, je dis, que leurs philosophes font la même chose en philosophie? C'est-à-dire que Russell, c'est effectivement une espèce de grand Lewis Carroll de la philosophie. Bon. Alors là, il y a des mystères qui nous échappent. Bon, pourquoi? Oh, il y aurait des trucs à trouver. Ouais. À ce moment-là, il faudrait en effet bien arriver à bien définir ce que c'est qu'un non-sens. Du coup, on prendrait peut-être pourquoi ça intéresse particulièrement les Anglais. Et pourquoi les Français sont toujours passés à côté. Et les Allemands, c'est encore autre chose. Encore autre chose, c'est pas... Ouais, bon, enfin. Alors, voilà. Je voudrais faire une deuxième remarque. Ça, c'est ma première remarque sur l'axiomatique. Je voudrais faire une seconde remarque sur l'axiomatique, car elle nous sera, je crois, très utile plus tard. À partir de tout ce qu'on vient de dire, on pourrait croire que
Une axiomatique, c'est comme une espèce de procédé d'automaticité dans le discours mathématique. C'est comme une espèce de construction d'un automate spirituel. Automate spirituel étant une expression célèbre en philosophie. Ou à la limite, même plus, d'une véritable automation. À la lettre, c'est les règles d'un discours où vous ne savez pas de quoi vous parlez, puisque vous énoncez des relations entre éléments quelconques, dont vous ne spécifiez pas la nature. Non seulement vous n'avez pas besoin de savoir ce dont vous parlez, mais il est recommandé de ne pas savoir ce dont vous parlez. Alors bon, on peut avoir cette impression que, et ça a été très souvent dit, l'axiomatique tend et même se propose d'expulser non seulement toutes les images au profit d'un pur symbolisme, mais toutes les ressources de l'intuition, de la construction, pour y substituer l'énonciation de l'ensemble des actions. Et en fait, il suffit de regarder pour bien voir, je veux dire au point où on en est, on voit très bien que l'axiomatique est inséparable d'un type d'expérimentation. Sans doute d'un type d'expérimentation très particulier, mais impossible de définir en fait l'axiomatique comme l'expulsion de l'expérimentation, c'est plutôt la constitution d'un mode d'expérimentation tout à fait nouveau. Car j'insiste là-dessus, rien ne me dit d'avance, si je fais de l'axiomatique, rien ne me dit d'avance quels axiomes je dois choisir et dans quelle mesure mon axiomatique sera consistante ou non, non contradictoire, dans quelle mesure elle sera saturée ou non. Je vous rappelle qu'une axiomatique est dite saturée lorsque je ne peux pas ajouter un axiome au précédent sans que l'ensemble ne devienne contradictoire. Donc il peut y avoir des contradictions dans une axiomatique, et des contradictions qui au besoin ne se voient pas immédiatement, ne se voient que au niveau des théorèmes que j'en déduis, mais bien plus, à quel moment mon axiomatique est saturée. Tout ça, c'est vraiment, il y a une inventivité en axiomatique. Avant de dire du mal de l'axiomatique, je crois qu'il faut marquer ce qu'il y a d'assez extraordinaire dans cette aventure de l'axiomatique. Très difficile, il y a une espèce d'invention, de création des axiomes. Là, alors, je reprends complètement ce que vient de dire Comtesse. Comme si vous proposez une axiomatisation de l'arithmétique, ben oui, il vous en faudra, et puis jusqu'à quel point elle sera contradictoire ou pas, à quel moment elle sera saturée. Or, ça consiste en quoi, cette espèce? Donc, c'est pas du tout un truc où un mécanisme remplacerait. Je crois que c'est en effet un mode d'expérimentation qui est lui-même sujet à des échecs, à des succès. À la limite, je dirais la même chose que pour la formalisation, il y a des axiomatiques qui n'ont aucun sens, qui n'ont aucun intérêt. Alors, bon, si bien que on ne peut pas se faire de l'axiomatique l'idée d'une espèce de constitution d'un savoir automatique infaillible. J'insiste là-dessus parce que dans notre comparaison que nous ferons plus tard, tout à l'heure, entre l'axiomatique et la politique, on ne pourra plus tenir comme une objection l'idée qu'en politique, on se trompe tout le temps. C'est en axiomatique aussi. C'est donc là la question. Si j'essaie de définir le niveau de l'axiomatique, je dirais quoi? Alors je reprends les catégories qu'on a ébauchées. Les catégories qu'on a ébauchées, je dirais que finalement, il faudrait en dégager 3.
est bien marqué par commodité que nous ne confondons pas ces trois concepts. Le premier concept, c'est les conjonctions topiques entre flux. Vous vous rappelez ce que nous appelions des conjonctions topiques entre flux? Ça, c'est dans le cas où les flux sont décodés, c'est les formes sous lesquelles le mouvement des flux est comme arrêté, ligaturé, sous telle ou telle forme, et c'est tout le domaine, on avait vu, qu'on avait appelé le domaine des dépendances personnelles. Il y avait donc des conjonctions topiques. Avec le capitalisme, dans notre analyse précédente, on a cru voir qu'on arrivait dans un élément très différent. Il s'agissait plus de conjonctions topiques entre flux. Il s'agissait d'une conjugaison généralisée des flux décodés. Et à ce moment-là, il n'y avait plus des rapports de dépendance personnelle entre sujets, il y avait finalement une seule subjectivité, on a vu la subjectivité du capital. Mais on avait défini précisément le capitalisme comme la formation de cette conjugaison généralisée qui se distinguait des conjonctions topiques. Notre question maintenant, ça pourrait être, est-ce qu'il n'y a pas autre chose encore? Pure hypothèse, hein, parce que là, c'est juste pour avoir mes repères terminologiques. Je dirais oui, il y a peut-être encore autre chose, c'est les connexions de flux. Les connexions de flux qui ne se rapporteraient, qui ne se ramèneraient ni à des conjonctions topiques, ni à une conjugaison généralisée. Pourquoi? Pourquoi il y aurait besoin de cette notion? C'est ça que je voulais dire avec le caractère expérimentateur de l'axiomatique. C'est que l'axiomatique, c'est encore une manière d'arrêter les flux. Dans ce cas, les flux de science, c'est encore une manière d'arrêter. Pourquoi? Il me semble que c'est frappant dans l'histoire des mathématiques, ou dans l'histoire de la physique, puisque la physique a été très axiomatisée. L'axiomatique, elle a toujours fonctionné comme une espèce d'arrêt. Comme une espèce d'arrêt, là, c'est par là que je disais politique de la science. Où il s'agit de dire aux gens, ah non, faut aller pas plus loin, parce que allez pas plus loin. À la lettre, ces flux de scientificité, ces flux de mathématiques, ces flux de physique, etc., faut remettre un peu d'ordre dans tout ça. Ça file de partout, ça fuit de partout, tout ça. Où vous allez? Où vous allez? Je dis que l'axiomatique, au début du XXe siècle, dans la première moitié du XXe siècle, en mathématiques, mais également en physique, a fonctionné comme un moyen de bloquer, d'arrêter. Vous voyez, voilà la proposition, voilà l'hypothèse que je ferai en second lieu dans cette seconde remarque. C'est que quand des flux se décodent, par exemple des flux de science, voilà, ils échappent à leur conjonction topique. Mais est-ce qu'ils ne débordent pas encore? La conjugaison généralisée des flux, c'est encore une manière de les bloquer. De dire non. Par exemple, imaginez quand est-ce que l'axiomatique de la physique a eu son grand rôle. C'est lorsque, vraiment, là, je crois, les savants eux-mêmes ont commencé à s'inquiéter par et sur les voies et les chemins que prenait la physique dite indéterministe. Et à ce moment-là, il y a eu vraiment besoin d'une remise en ordre. Tout se passe comme si, pas seulement des savants s'étaient dit, il y avait aussi des savants, mais pas seulement des savants. Tout se passe comme si des savants et des puissances qui s'occupaient de la politique de la science, s'étaient dit, mais enfin, qu'est-ce que c'est?
Qu'est-ce que c'est que ces flux de savoir qui se décodent de plus en plus où est-ce qu'on va, quoi? Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Et une espèce de remise en ordre qui a consisté à réconcilier ce qu'on appelle en gros l'indéterminisme avec le déterminisme. Un grand physicien français, il y a eu un rôle fondamental, à savoir Broglie. Dans cette espèce de remise en ordre, et l'axiomatique de la physique, par exemple en France, s'est faite à partir d'élèves de Broglie. Ça a été vraiment, comme dire, mais la physique indéterministe, elle nous entraîne dans des trucs. C'est exactement ce que je disais, si vous vous rappelez, pour la fameuse histoire de la NASA. Des flux de capitaux, des flux de capital, des flux de capitalisme qui sont tout prêts à s'envoyer dans la Lune, mais là, il y a quand même un état pour dire. Oh non, 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 faut pas aller trop loin. Il faut faire un peu de reterritorialisation. Et alors, on ligature, on colmate. L'axiomatique, c'est un peu ça. Elle opère une conjugaison générale des flux qui les empêche, je dirais, qui les empêche d'aller trop loin, c'est-à-dire de se connecter avec des vecteurs de fuite. Elle opère, comment dire, oui, je ne trouve pas de meilleur mot, elle opère comme une espèce de reterritorialisation symbolique. Et en mathématiques, c'est pareil. L'axiomatique en mathématiques a vraiment par rapport, je pense par exemple, à l'espèce de fuite des géométries dans tous les sens. Et maintenant, ça ne s'est pas arrangé, hein, à travers l'axiomatique, ça continue à couler, à filer partout. La situation des mathématiques actuelles, elle est quand même très très curieuse. Quand on entend parler des mathématiciens, ces situations où vraiment le savoir mathématique s'est complètement fragmenté, où il y a un mathématicien au Japon qui comprend ce que fait un mathématicien en Allemagne, et puis voilà, et puis les autres, bon, cette espèce de situation où vraiment les flux de savoir là sont extraordinairement filants. Bon, l'axiomatique, c'est, je redis, l'axiomatique, c'est une espèce de restructuration, de reterritorialisation symbolique. Voyez en quel sens je fais la distinction donc entre trois concepts. Les conjonctions topiques ou qualifiées entre flux. Les conjugaisons généralisées de flux. Et quelque chose de plus, les connexions. C'est-à-dire ce qui pousse les flux encore plus loin, ce qui les fait échapper à l'axiomatique même, et ce qui les met en rapport avec des vecteurs de fuite. Donc c'est en sens, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'autre que l'axiomatique, et qu'on pourrait appeler du type connecteur. Or, je pense, et c'est la dernière remarque que je voudrais faire concernant cette histoire de mathématiques, je pense qu'il y a toujours eu en mathématiques quelque chose de très très curieux. Et c'est de ça que je voudrais parler pour finir dans l'histoire des mathématiques. Parce que ça nous servira toujours pour notre parallèle avec la politique. À la même époque que la formation des premières grandes axiomatiques, à laquelle Comtesse faisait allusion tout à l'heure, avec Hilbert et d'autres, coïncidait un mouvement mathématique qui me semble d'un très très haut intérêt. Et là, bizarrement, pour reprendre aussi, on retrouve toujours les mêmes problèmes, pour reprendre notre histoire, pourquoi est-ce que le centre de ce mouvement mathématique s'est-il trouvé dans les Pays-Bas? Là, il faudrait des raisons, il faudrait trouver des raisons pour ça. Et se constituait en réaction contre l'axiomatique une école très bizarre, très importante, de grands mathématiciens, qui se nommait intuitionniste, l'intuitionnisme, ou le constructivisme, constructionnisme. Remarquez, c'est d'autant plus intéressant qu'il y avait aussi des mouvements esthétiques qui se disaient constructivistes. Bon, je ne sais pas s'il y avait des rapports possibles, je ne sais pas.
Ces mathématiciens, je cite pour, si par hasard vous en entendiez parler dans un livre, je cite le nom des principaux, c'était Brouwer, B-R-O-U-W-E-R, Hetting, H-E-Y-T-I-N-G, Gris, G-R-I-2-S, et en France, un mathématicien très très curieux, qui a beaucoup écrit, qui s'appelait Bouligan, B-O-U-L-I-G-A-N-D, et dont un des meilleurs livres, mais qu'on trouve je crois qu'en bibliothèque, s'appelle Le déclin des absolus mathématico-logiques. Et il s'opposait à l'axiomatique, je crois, de deux manières simultanées. D'une part, ils étaient comme en retrait parce qu'ils exigeaient des conditions de construction dans l'espace. Mais d'autre part, et en même temps, en sens, ils étaient vraiment en retrait. Mais par d'autres aspects de leur œuvre et de leur réflexion, ils étaient très au-delà. Ce qui évidemment est important pour nous, ils pouvaient être les deux à la fois. Comme s'ils avaient exigé qu'à la lettre, les flux mathématiques aillent encore plus loin, débordent les limites de l'axiomatique. Notamment, ils avaient une manière de mettre en cause des principes que l'axiomatique conservait, notamment le principe dit du tiers exclu, selon lequel une proposition est vraie ou fausse. Et ce qu'ils opposaient à l'axiomatique, c'était, et là c'est très utile pour nous, je ne dis pas pourquoi encore, c'était ce qu'ils appelaient eux-mêmes, enfin certains d'entre eux, ce que certains d'entre eux appelaient un calcul des problèmes. Un calcul des problèmes, et en effet, quand on voit ce qu'ils appellent un calcul des problèmes, notamment le mathématicien Gris a beaucoup fait de calcul de problèmes au sens. Il y avait aussi un russe là-dedans. Il y avait un ménage français, tiens, j'ai un souvenir, il y avait un ménage français de mathématiciens physiciens, élèves de Broglie, qui représentait comme une espèce de scène de ménage épistémologique. Car le mari était un des meilleurs axiomaticiens et la femme était une intuitionniste. Et ils avaient beaucoup de talent. Ils ont divorcé, hein. Mais enfin... Des touches, oui. Des touches et Paulette Février. Oui. Elle faisait des communications sur le calcul des problèmes, et lui, il faisait de l'axiomatique tout à fait. Mais ce qui m'intéresse donc, ce couple est quand même très important, parce qu'il a sûrement vécu une espèce de dualité d'inspiration. Ce qui m'intéresse, c'est comment on peut déjà, nous, dans notre hypothèse, sans du tout rien préciser encore, poser la question, est-ce qu'il n'y a pas, au-delà même de la conjugaison généralisée telle qu'une axiomatique l'opère, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'autre qui est du type connexion avec des vecteurs particuliers qui déborde l'axiomatique, c'est-à-dire un calcul des problèmes par opposition à une détermination des axiomes. Et qu'est-ce que ce serait qu'un calcul des problèmes par opposition à une détermination d'axiomes? Vous sentez que c'est notre seule chance en politique si notre comparaison est fondée avec l'axiomatique. Comment sortir d'une axiomatique? Or, si je cherche dans l'histoire des sciences, dans l'histoire des mathématiques, je veux pour mémoire marquer juste 3 temps qui me paraissent essentiels, où on trouverait quelque chose de cette dualité. L'opposition de courants scientifiques. Opposition, premier cas. Opposition de 2 courants scientifiques essentiels dans la géométrie grecque. Et, bon, je prends un exemple lointain. Opposition de 2 courants scientifiques très importants dans la géométrie grecque. Si je résume, c'est juste là comme vraiment pour mémoire et pour pouvoir m'en servir plus tard. Vous avez une conception de la géométrie grecque qui est très simple, qui procède par
définition, axiome, postulat, théorème, démonstration, corollaire. Cette conception de la géométrie trouve sa forme vraiment royale avec le géomètre Euclide. Ne confondez surtout pas tout, je ne dis pas du tout que ce soit déjà de l'axiomatique. Je dis que c'est un système déductif. Ce n'est certainement pas encore de l'axiomatique, mais c'est un système qu'on pourrait appeler système axiome-théorème. Comment le définir, ce système déductif très général? Je dirais que ce système déductif consiste à définir des essences pour en déduire des propriétés nécessaires. Il va tout entier de essence à propriétés nécessaires. Par exemple, la conception platonicienne, non seulement des mathématiques, mais plus particulièrement de la géométrie, est une conception de ce type. On va des essences aux propriétés nécessaires. Et c'est la définition de la déduction, d'une science déductive idéale. Puis il y a un autre courant beaucoup plus bizarre, dès l'époque des Grecs. C'est un courant qui n'est plus théorématique. Vous voyez, je peux appeler la première conception une conception théorématique des mathématiques. Et elle culmine encore une fois avec Euclide. L'autre conception, c'est une conception problématique. L'élément essentiel de cette conception, ce n'est plus la catégorie de théorème. Théorème à démontrer, c'est la catégorie de problème à résoudre. Vous me direz, et vous auriez raison, mais dans la première conception, il y a déjà des problèmes. Réponse, oui, il y a des problèmes, mais des problèmes qui sont étroitement subordonnés au théorème. Bien sûr, les deux se mélangent, mais ce n'est pas un argument, ça. Il y a un primat des théorèmes sur les problèmes. Bien plus, résoudre un problème, dans la première conception, c'est toujours le rapporter à des théorèmes qui permettent de le résoudre. Et chez Euclide, il y a bien des problèmes, mais la solution des problèmes ne fait qu'un et passe par la détermination des théorèmes qui rendront cette solution possible. C'est la catégorie théorème qui l'emporte sur la catégorie problème. Mais il y a des géomètres très bizarres. Alors vous sentez déjà, ceux qui connaissent un peu l'histoire grecque ou l'histoire du platonisme, vous devez penser que peut-être qu'ils sont liés, par exemple, à des courants qu'on appelle les sophistes, sont liés à des gens d'autant plus bizarres qu'on a perdu les textes, mais on peut, enfin, ce qu'on en devine, tout ça, bon, quel malheur. C'est un courant problématiste. Et le problème, ça se distingue du théorème commun. Je dis, le théorème, c'est pas difficile, vous allez, enfin, c'est pas difficile. Vous allez d'une essence aux propriétés qui en découlent nécessairement. Théorématiser, c'est déterminer les propriétés qui découlent d'une essence. Vous définissez l'essence du cercle et vous déduisez les propriétés nécessaires. J'ai l'air de dire que c'est facile, c'est pas facile, évidemment. Là-dessus, tous les problèmes, vous les subordonnez à vos théorèmes. Les autres, ils ne procèdent pas comme ça. Quelle est la différence entre un problème et un théorème? C'est qu'un problème, ce n'est pas du type essence, c'est du type événement. Quelque chose qui se passe. Ou du type opération. Vous faites subir quelque chose à une figure. Et quelque chose d'extrinsèque. Vous lui faites subir une opération douloureuse. Une ablation, une adjonction, une quadrature, une cubature, toute une chirurgie de la figure.
ne s'agit plus du tout de chercher les propriétés qui découlent d'essence, il s'agit de chercher les métamorphoses qui sont liées à des événements. Oui, ça, parfait comme ça, parfait, très clair. Ça, c'est la catégorie problème. Ah tiens, je vais couper là, je vais couper un angle à mon triangle, qu'est-ce qui va se passer? Tiens, je vais faire que un plan coupe un cône en biais là. Qu'est-ce qui va se passer? Bon, c'est très très curieux comme mode de pensée. C'est une pensée événement, et non plus du tout une pensée essence. Événements d'un type spécial, ce seront des événements proprement mathématiques. On opposera aux essences géométriques des événements proprement géométriques. Bon, et là aussi, comprenez, il ne faut pas durcir, il ne faut pas trop durcir en tout cas. Bien sûr, dans ce sens-là aussi, vous trouverez des théorèmes, mais cette fois-ci, les théorèmes seront tout à fait subordonnés aux problèmes. Or, je crois que dans la géométrie grecque, il y a eu une espèce de lutte très intense, et finalement, il y a eu une victoire. La tendance problème, elle aurait été complètement, alors elle a l'équivalent d'Euclide. C'est ce qu'on sait, par exemple, de la géométrie d'Archimède. Bon, c'est la grande opposition Euclide-Archimède. C'est vraiment des événements de la géométrie par opposition aux essences géométriques. Voilà mon premier cas. Vous voyez que là, je peux dire, à la conception théorématique, s'opposait déjà chez les Grecs une conception problématique. Deuxième exemple, du XVIIe au XIXe. Du XVIIe au XIXe, on s'accorde à beaucoup d'auteurs, d'historiens, s'accordent à considérer que se montent pas seulement une, mais des conceptions de la géométrie dont on peut faire dater la géométrie dite moderne. Or, dans quelle voie ça se fait? Ça se fait dans une double voie. J'essaie de définir la première voie. Le renforcement d'une puissance symbolique. Renforcement d'une puissance symbolique, c'est-à-dire déborder l'intuition ou la représentation dans l'espace vers une puissance symbolique. C'est la voie de quoi ça? C'est la voie de l'algèbre, c'est la voie de la géométrie analytique, et ça s'ouvrira sur tout l'avenir des mathématiques. Mais au XVIIe siècle, c'est avant tout le développement de l'algèbre et de la géométrie analytique. Donc là, vous voyez, la représentation spatiale, c'est-à-dire l'intuition, est dépassée du côté de l'affirmation ou du développement d'une puissance symbolique. Ouais. Algèbre et analyse. Mais en même temps, un autre courant. Si j'essaie de situer des noms, c'est par exemple Descartes. Ça, c'est très la voie de la géométrie cartésienne. D'où le rôle de Descartes dans la géométrie analytique. Et ensuite, chez les successeurs de Descartes, tendance à faire de la géométrie analytique un modèle achevé pour l'ensemble de la géométrie. Mais il y a aussi des résistances. Et se dessine paradoxalement une toute autre voie coexistante. Et cette toute autre voie, elle a des noms étranges. Et surtout des noms étranges parce que c'est des hommes assez étranges qui la amènent. Je cite un dont on a parlé, il y a je ne sais plus, de nombreuses années. Un géomètre très très bizarre qui s'appelle Desargues.
D-E-S-A-R-G-U-E-S, qui a très peu écrit, mais dont tout le monde considère qu'il a été fondamental pour le développement de la géométrie moderne. Alors, il y a un vieux livre du 19e, Les œuvres de Desargues, et toutes les aventures de sa vie. Il a eu tous les malheurs, il a été condamné partout, le Parlement, il a eu un procès au Parlement, tout ça, bon. Si j'essaie de faire la lignée, il s'occupait beaucoup, il était en liaison avec, très bizarrement, des tailleurs de pierre. Voyez pourquoi il est tailleur de pierre et que la taille des pierres, dans cette seconde conception, c'est très important. Pourquoi? Parce que la taille des pierres, c'est vraiment du type qu'est-ce qui se passe. Évidemment, la taille des pierres, c'est problématique. C'est évident. Arrondir, tailler, c'est du domaine des, non pas des propriétés qui découlent d'une essence, mais, comme on dit souvent dans le langage de l'époque, des affects ou des événements qui transforment une figure. Un des textes de Desargues s'appelle, un titre merveilleux, très Lewis Carroll alors, Brouillon d'une atteinte aux événements que détermine la rencontre d'un cône avec un plan. Vous voyez, il y a le truc, rencontre, atteinte aux événements. Vous pouvez sentir, c'est pas du langage cartésien. Ça fait partie d'une autre tradition, ce langage-là. C'est du langage du courant problématiste. Bon, l'importance de Desargues est fondamentalement reconnue non seulement par Descartes, là qui est très juste, qui dans plusieurs lettres dit que Desargues c'est un géomètre formidable, mais là c'est plus qu'une reconnaissance, c'est presque un disciple qui dépassera le maître, c'est du côté de Pascal. Et c'est du côté des mathématiques à la Pascal, et non plus à la Descartes, que se trouve la descendance desarguienne, la descendance de Desargues. Bien après, alors Pascal aussi, c'est une situation dans la science très bizarre. Bien après, vous avez un nom célèbre comme le créateur de la géométrie dite descriptive. C'est Monge. Et Monge ne cesse pas de faire une théorie qu'il appelle lui-même, dans son langage, une théorie des affects particuliers. Et il distingue les affects particuliers des corps des propriétés générales. Et c'est par là que quand il s'occupe de physique, c'est très important, puisqu'il traite les phénomènes, par exemple électriques, comme des affects particuliers des corps, par distinction, détermination générale des figures, du type espace et mouvement. En tout cas, géométrie descriptive de Monge. Or, Monge, c'est quoi? C'est un courant très bizarre, parce que Monge, c'est pleinement un savant, mais c'est un savant qui n'est pas de la même tradition que l'autre courant. Il renvoie à un personnage, à un type de personnage dont on a parlé, l'année, je ne sais plus laquelle, où on s'occupait de ça, à savoir l'ingénieur militaire, la science de l'ingénieur militaire. C'est une chose très curieuse. Et puis, dans la ligne alors, il y a vraiment une continuité, là, si on essaie d'établir des continuités, il y a une continuité, il me semble, Desargues, Pascal, Monge, et puis en quatrième, peut-être un des plus grands, il a sa petite rue à Paris, Poncelet. Poncelet, qui est un grand ingénieur militaire, mais surtout, l'inventeur de la géométrie dite projective. Projectif, c'est problématique. Problème égale projection. Dans la lettre, c'est le même mot. Là en latin, l'autre en grec. La géométrie projective de Poncelet
qui a un grand axiome et qui repose sur un axiome dit de continuité. Or, là aussi, pour en rester à des exemples aussi stupides que celui que j'écris pour l'axiomatique, qu'est-ce que c'est l'axiome de continuité à la Poncelet dans la géométrie projective? Voyez un cercle ou un arc de cercle, hein, vous tracez une droite qui coupe l'arc de cercle en 2 points. Il y a 2 points réels. Vous le faites monter. Bien, le moment, il n'y a plus qu'un point réel. Vous continuerez à dire, vous continuerez à dire, il y a 2 points, mais simplement l'un est fictif. Ou l'un est imaginaire. Vous montez encore. La droite sort du cercle et ne coupe plus rien. Vous continuerez à dire qu'il y a 2 points fictifs. Vous aurez établi une série de continuités entre cas hétérogènes, à savoir 3 cas hétérogènes, le cas où votre droite coupe effectivement le cercle en 2 points, le cas où votre droite est une tangente, et troisième cas, le cas où votre droite est extérieure au cercle. Vous me direz quel intérêt d'introduire ces points imaginaires? Oh si, je ne vous le dirai pas parce que vous devez sentir que ça a un intérêt colossal du point de vue de la géométrie, que ça entraîne une nouvelle conception de la géométrie. Si j'essaie de résumer là à ce niveau, l'exemple devient très simple, oui, il devient. Je dirais dans les 2 cas, aussi bien dans la conception, dans la première conception que dans la seconde conception. C'est-à-dire du côté de la géométrie analytique Descartes, ou du côté de la géométrie descriptive, projective, Monge, Poncelet, Desargues, etc. Dans les 2 cas, vous dépassez, sinon il n'y aurait pas de science. Dans les 2 cas, vous dépassez les conditions de la représentation spatiale, c'est-à-dire vous dépassez la simple intuition. Ça, c'est commun aux 2. C'est par là que les 2 sont de la science. Mais dans un cas, vous dépassez la représentation spatiale ou l'intuition vers une puissance d'abstraction de plus en plus consistante ou vers une puissance symbolique. Dans l'autre cas, je dirais c'est tout différent, vous allez comprendre. Vous le dépassez vers une transintuition. C'est-à-dire, vous développez une espèce d'espace entre les cas Dans un cas, je dirais, vous faites une conjugaison. Dans l'autre cas, vous établissez une connexion. Vous vous élevez vers une espèce de quoi? Intuition transspatiale ou transintuition. Vous dépassez par l'espace vers une puissance de symbole, vous établissez des connecteurs d'espace. Vous déroulez un espace commun aux 3 cas. La ligne qui coupe, la ligne tangente, la ligne extérieure au cercle. Je dirais que mon second exemple recoupe mon premier. J'appellerais conception, si vous voulez, déductive ou théorématique. La conception qui dépasse la représentation spatiale vers la puissance symbolique. Et j'appellerais problématique la conception Desargues, Pascal, Monge, Poncelet, qui dépasse la représentation spatiale vers une transintuition ou vers une intuition transspatiale. Et que les 2 se mélangent, c'est possible qu'à un certain niveau les 2 se mélangent. Mais chaque fois il y a des tensions. Je prends un seul exemple parce que je me le rappelle là, c'est que Poncelet a toute une polémique avec précisément un descendant et un créateur, mais un descendant de la grande géométrie analytique, un type qui poussait l'analyse à un niveau beaucoup plus loin
et qui est son contemporain, un mathématicien qui s'appelait Cauchy. Et l'espèce de tension Cauchy-Poncelet renouvelle, si vous voulez, dans des conditions complètement autres historiquement, renouvelle la même opposition que celle qu'on vient de voir chez les Grecs, là, entre un courant euclidien et un courant archimédien. Bien. Je dis troisième exemple, dans les mathématiques modernes. Première voie, la formation d'une puissance axiomatique. Une puissance axiomatique qui consiste à dépasser la représentation spatiale vers un symbolisme de plus en plus, comment dire, abstrait au sens d'une symbolique des éléments quelconques. Et d'autre part, le courant problématiste ou intuitionniste, dont on a tort, vous voyez ce que je veux dire, on a tort de s'en faire une conception, lorsque ça arrive, parce que je crois qu'il y a des historiens des mathématiques qui présentent les choses comme ça, comme si mon second courant, là, était en régression simplement. Mais en fait, ce n'est pas du tout un courant qui réclame simplement les droits de la représentation spatiale, et qui dit, ah ben non, on présente très souvent les anti-axiomaticiens comme des gens qui simplement disent « Ah, mais la représentation spatiale, on ne peut pas s'en passer, l'axiomatique a tort. » Et je crois que ce n'est pas ça du tout. Ils sont beaucoup plus... Le second courant, il est aussi intéressant que le premier. Il n'est pas du tout en train de dire « Ah, il faut garder de la représentation spatiale. » Il dépasse la représentation spatiale, non moins que l'autre. Archimède dépasse la représentation spatiale, mais il le fait par une méthode des limites ou d'exhaustion, c'est-à-dire les métamorphoses de figures et les passages à la limite. Poncelet, il le fait avec son axiome de continuité. C'est bizarre d'ailleurs qu'on appelle ça axiome de continuité, axiome. Il faudrait retirer le mot axiome. C'est évidemment pas un axiome de continuité. C'est une condition de problème. C'est pas du tout un axiome. On peut le traiter comme un axiome à ce moment-là, c'est un mix, c'est un mélange. Vous voyez, donc je dirais, il ne dépasse pas moins que les autres les conditions de la représentation spatiale, mais au lieu de dépasser vers un symbolisme, à la limite un symbolisme de l'objet, ils vont établir une continuité entre les trois cas discontinus. Par exemple, dans le cas de Poncelet, vous voyez, la ligne qui coupe le cercle, la ligne tangente, la ligne extérieure au cercle. Donc, entre ces trois cas, ils font couler, ou ils font passer, une espèce de ligne commune. Une ligne fictive, bon, mais chez eux, ce n'est pas la puissance du symbole. C'est la fiction d'un entre-deux. Donc, si je résume, je dirais, nous sommes en droit, à partir de là, de considérer, pas encore bien sûrement, mais de mieux considérer notre hypothèse que trois concepts doivent être distingués. Encore une fois, celui des conjonctions topiques, celui des conjugaisons généralisées et celui des connexions. Des connexions, j'appellerais ça presque à la limite des connexions créatrices ou des connexions anticipatrices. Ce serait un monde différent, une connexion anticipatrice. Et elle ne procéderait pas par axiomatique, elle procéderait par calcul des problèmes. D'où l'importance que dans l'école dite intuitionniste ou constructionniste, l'important dans cette école de ce qu'ils appellent précisément un calcul des problèmes. Le livre de Bouligan que je citais, Le déclin des absolus mathématico-logiques, la thèse, toute la thèse, et celle-ci, mais avec des exemples très riches, très variés, qu'il y aurait en mathématiques deux éléments irréductibles. L'un que Bouligan appelle élément de la synthèse globale, et l'autre qu'il appelle l'élément problème.
Et sans doute, il montre qu'un problème ne peut être résolu que par les catégories de la synthèse globale. Mais inversement, il montre que les catégories de la synthèse globale ne peuvent procéder, ne peuvent fonctionner, que grâce à des germes d'éléments problématiques agissant comme des espèces de cristaux là-dedans, agissant comme des virus là-dedans. Et je crois que lorsqu'il analyse, c'est là la force de ce livre, lorsqu'il analyse des cas très concrets, même si on ne comprend pas, il y en a qu'on comprend, donc il montre très bien, il recueille très bien cette tradition, il ne parle pas du tout des problèmes que j'ai envisagés historiquement, mais il est comme l'État, dans la première moitié du XXe siècle, il est un très très bon représentant de cette mathématique des événements, c'est-à-dire de cette mathématique problématique. Il y a eu un moment, tout un courant de profs de maths, anti-axiomaticiens, qui essayaient de faire un enseignement de... En gros, on peut dire l'axiomatique a gagné dans l'enseignement des mathématiques actuellement, même dans les petites classes. C'est tantôt de la logique formelle, c'est tantôt la formalisation, tantôt l'axiomatique qui a gagné. Si vous ouvrez un livre même de 6e, de 5e, de 4e de mathématiques. Bon, il y avait tout un courant qui disait non, non, il ne faut pas aller dans ce sens-là. Il faut aller dans une conception vraiment problématique. À savoir, au contraire, tout faire basculer, faire un enseignement des mathématiques. Avant tout fondé, non pas sur les actions. C'est très rigolo, je ne sais pas si il faudrait que vous ayez des petits frères, mais enfin beaucoup d'entre vous ont vu ces livres. Et puis après tout, je suis bête, vous n'avez pas mon âge, donc vous-même, vous avez peut-être été enseigné avec cette méthode extrêmement axiomatisée en géométrie et en arithmétique. On commence en effet par la théorie des ensembles. Je ne dis pas du tout que ce soit mal, ça fait bizarre. Moi, je suis d'une génération où c'était ni l'un ni l'autre, alors c'était pas mieux, c'était autre chose, c'était vraiment la vieille pédagogie. Mais ces profs auxquels je pense, ces profs de mathématiques, tout à fait glissés, c'était de très bons mathématiciens, mais réclamaient une toute autre conception, c'est ça qui m'intéresse, qui était vraiment la construction des problèmes, parce qu'ils disaient, il n'y a qu'au niveau des problèmes qu'on peut convier les élèves à une espèce d'activité sans que ça devienne le pur et simple bordel. À savoir, on leur fait construire un problème. Et à ce moment-là, tiens, est-ce que tout se retrouverait pas? Parce que tout problème à part. Quoi? Je veux dire, pour nouer toutes ces remarques dispersées, un problème, quoi? Vous direz jamais d'un problème qu'il est vrai ou qu'il est faux. Ce qui est vrai ou faux, c'est une solution. C'est une démonstration. C'est la démonstration d'un théorème. Un problème, c'est pas vrai ou faux. Si on voit bien ce qu'on appelle un faux problème, c'est un problème où il y a une faute. Ça arrive dans les concours tout le temps. On donne de faux problèmes, oui, faux problème. Ah, il y a une faute, il y a une donnée qui manque, donc c'est un faux problème. Mais sinon, un problème, il est ni vrai ni faux en tant que problème. Seulement voilà, un problème, il a un sens ou il n'en a pas. Il y a des problèmes qui n'ont pas de sens. Et là encore, ça fait qu'un avec la connerie, ça. La bêtise, ça consiste perpétuellement à poser des problèmes qui n'ont aucun sens. Or là, c'est pas le domaine du vrai et du faux, c'est le domaine du sens et du non-sens. C'est bien qu'on retrouverait nos histoires. Bon, alors, faire surgir des événements mathématiques. Ça, c'est une autre conception que l'axiomatisation. Ou au contraire, l'axiomatisation, on fait découler des propriétés nécessaires à partir d'un système d'action. Voilà, alors je reprends pour conclure brièvement, quelle heure il est? Quoi? 12h20, mon Dieu, vous n'en pouvez plus. C'était bon. Alors, je termine très rapidement, je dis. Bon, qu'est-ce que... Au point on en est, on a au moins fait cette longue parenthèse qui nous amène à quoi? Alors, je reviens vraiment à ma question concernant l'État et la politique, puisque c'est là-dessus que je voudrais finir cette première série de recherches cette année.
Voilà, ma question, elle s'est un peu précisée, c'est quel est notre intérêt à nous? Si nous essayons de traiter la situation actuelle comme une axiomatique, dans les conditions que je viens de dire, l'axiomatique, c'est pas du tout un savoir mécanique, c'est pas du tout un truc sans expérimentation, c'est pas du tout une méthode infaillible, c'est pas. Mais les données de la situation actuelle comme entrant dans une axiomatique, qu'est-ce qui arrive? Comment à ce moment-là les problèmes politiques se posent-ils? Qu'est-ce que ça veut dire traiter la situation actuelle comme une axiomatique? Ça veut dire deux choses. Et que nous aurions des raisons d'assimiler le capitalisme à une axiomatique. Et aussi que nous aurions des raisons, je veux dire, assimiler, premier point, assimiler le capitalisme à une axiomatique, j'ai plus à le faire, parce que j'estime que ce qu'on a fait précédemment, toutes nos définitions du capitalisme, consistaient à dire oui, le capitalisme il surgit lorsque les conjonctions topiques sont débordées au profit d'une conjugaison généralisée. Au profit d'une conjugaison généralisée de deux flux, le flux de richesse devenu indépendant, le flux de travail devenu libre. Libre entre guillemets, puisque... Or, c'est cette conjugaison aux rencontres des flux décodés qui constitue le capital en tant que subjectivité. Donc, bon, on a des raisons de considérer le capitalisme comme une axiomatique sociale. La conséquence immédiate, c'est que les problèmes politiques ne se posent que très partiellement dans le cadre des pays et des États, que les problèmes politiques immédiatement se posent fondamentalement toujours, sans qu'il y ait là un effort de réflexion fondamentale, au contraire, ça se fait tout seul, se pose immédiatement dans un cadre mondial, hein, dans le cadre d'un système mondial, au point qu'il est très très difficile de parler de ce qui se passe dans un pays sans tenir compte, et ça n'implique encore une fois aucun savoir spécial, sans tenir compte de l'ensemble d'une situation mondiale qui distribue les données. Troisième point, ce qui revient à dire, les États et les pays sont finalement analogues, mettons, à des modèles de réalisation par rapport à l'axiomatique du capital. Et enfin, en dernier point, nous constatons évidemment que cette situation est tout à fait désespérante pour nous. Du moins, elle ne le serait que si nous nous faisions de l'axiomatique l'idée précisément d'une espèce de puissance infaillible. Heureusement, nous avons pris nos précautions. Il y a plein de choses qui fuient sous les mailles d'une axiomatique. Il y a plein de choses qui foutent le camp. Il y a plein de choses qui ne se laissent pas axiomatiser et qui continuent à couler à travers les mailles de l'axiomatique. Et c'est ça qu'on a appelé le monde des connexions. Ou le calcul des problèmes événements. Événements comme irréductibles à l'ordre axiomatique en même temps qu'ils cessent de se produire dans cet ordre. La question serait donc, est-ce qu'on a de quoi se consoler avec ça? Et quels seraient les problèmes ou événements? Quelles seraient les connexions qui travaillent l'axiomatique mondiale actuellement, de telle manière qu'il y ait par-ci par-là des sources d'espoir? Problème urgent pour nous. Or, je rappelle, comme ça je retomberai exactement au point où je voudrais qu'on commence la prochaine fois, je rappelle qu'en effet, si je reviens au thème mathématique de l'axiomatique, voilà, nous nous trouvons devant un certain nombre de problèmes liés à une axiomatique. Donc, là,
la comparaison axiomatique situation mondiale ne vaut que si nous retrouvons quelque chose de semblable à l'ensemble de ces problèmes, au niveau de la situation mondiale. Je dirais le premier problème, c'est celui de, dans une axiomatique, on peut ajouter jusqu'à un certain point, et jusqu'à un certain point retirer des actions. C'est le problème de l'addition et du retrait. Une comparaison de l'axiomatique avec la situation mondiale ne vaut que si nous sommes capables de découvrir à l'œuvre, en acte, ce processus d'addition et de retrait des actions au niveau du capitalisme. Est-ce qu'il y a bien une addition et un retrait des actions, des axiomes du capital? Premier problème. Deuxième problème, je dirais, c'est plus celui de l'adjonction et de la soustraction, du retrait et de l'addition, c'est celui de la saturation. Une axiomatique est dite saturée quand justement on ne peut plus rien lui ajouter. Or, à mon avis, quoique ça ne se voit pas forcément, s'il y a un auteur qui a traité, qui a su nous montrer de quelle manière le capitalisme fonctionnait comme une axiomatique, c'est Marx. Et c'est Marx pas n'importe où, c'est Marx dans un chapitre très beau, très important du Capital, qui est le chapitre sur la baisse tendancielle du taux de profit. Et la thèse de Marx que nous aurons à voir, mais je voudrais bien que certains d'entre vous la voient ou la revoient d'ici la semaine prochaine, la thèse de Marx, en gros, est que le capitalisme ne cesse d'affronter des limites. Il y a l'idée de limite du capital, à chaque moment, ne cesse d'affronter des limites, mais que ces limites lui sont immanentes. C'est une thèse très complexe, très belle, mais très complexe. Vous voyez, elle est faite de plusieurs propositions qui s'articulent. Le capitalisme ne cesse d'affronter des limites. Deuxièmement, ces limites lui sont fondamentalement, essentiellement immanentes. Troisième point, si bien qu'il ne cesse de s'y heurter et en même temps de les déplacer, c'est-à-dire de les repousser plus loin. Et plus loin, il va s'y heurter à nouveau, il va les repousser, les déplacer plus loin. C'est cette thèse des limites en tant qu'immanentes et non pas obstacles extérieurs qui en ferait des limites absolues. En d'autres termes, c'est lui qui engendre ses propres limites et qui dès lors s'y heurte et qui les déplace. Cette thèse fondamentale, je crois, pose le problème de la saturation, de ce qu'on pourrait appeler la saturation du système à tel ou tel moment. Troisièmement, troisième problème, les États et les pays, les États et les pays, les États-nations peuvent d'une certaine manière être considérés comme des modèles de réalisation de cette axiomatique du capital. En ce sens, quel est le statut des modèles de réalisation? Quelle est la mesure de leur indépendance par rapport à la situation mondiale, par rapport à l'axiomatique elle-même? Quelle est la mesure de leur dépendance, etc. C'est un autre problème que celui de la saturation du système. Quatrième, je ne sais plus, oui, 4, c'est 4 ça, c'est I4. 4, ouais. Oh, ben on verra après. Hein. Il y en a trop, hein. Il y en a trop. Bon, on commencera par là la prochaine fois. Alors essayez de relire ce chapitre de Marx. Hein.